Deux personnages d'égale qualité et d'aussi remarquable personnalité vont dominer alors le processus de rattachement de la Russie à l'Ukraine. Un hetman cosaque, Bogdan Khmelnytsky, qui va engager en 1648 la guerre de libération de l'Ukraine, et le tsar Alexis, dit le très paisible. Alexis Mikhailovitch, fils du premier Romanov, était caractérisé par une grande foi, une culture étendue, notamment dans le domaine religieux, et par la volonté de ne pas se plier, comme l'avait fait son père, à l'influence de puissants conseillers, les boyards. Vêtu d'habits à la mode byzantine, Alexis n'en fut pas moins ouvert à l'Occident, préparant la voie à son fils Pierre Ier, le futur Pierre le Grand. Il invita de nombreux étrangers en Russie, rêva d'envoyer des jeunes gens étudier en Europe et, en fusionnant l'Ukraine et la Russie, fit avancer la Russie en Europe, ou plutôt installa l'Europe en Russie. Pondéré, très conscient des contraintes extérieures, il fit montre d'une extrême prudence dans la conduite des relations russo-ukrainiennes, ce qui explique probablement que ce premier pas russe vers l'Ouest fut une réussite remarquable. Son interlocuteur, l'hetman Bogdan Khmelnytsky, était doté d'une personnalité non moins puissante. Né en 1595 dans une famille cosaque, il avait reçu une excellente éducation et connaissait bien plusieurs langues, notamment le latin et le polonais. En 1620, lors d'un combat contre les Tatars où son père avait été tué, il fut fait prisonnier et emmené en Turquie, où il vécut 2 ans et apprit le turc. Si bien qu'à son retour de captivité, il fut invité à servir le roi de Pologne en qualité de proche collaborateur. Plus tard, en 1638, lorsque les Cosaques révoltés furent écrasés par les troupes polonaises, Khmelnytsky se retira un temps parmi les siens. Mais le roi le rappela afin d'aller négocier en France l'envoi de Cosaques pour combattre en Espagne aux côtés des Français. Il se battit aussi contre les Tatars avant de rompre à jamais avec les Polonais. À l'origine de cette rupture, un drame personnel qui lui permit de mesurer le mépris des Polonais envers son peuple. Un noble polonais envahit en son absence sa propriété, y mit le feu, tua son fils et enleva sa femme. La plainte, adressée par notre héros au roi de Pologne, n'eut d'autre effet, le roi élu étant sans pouvoir, que d'inspirer à ce dernier ce conseil. Contre la force, utilise la force, ce que fit Bogdan Khmelnytsky, qui s'efforça dans un premier temps de se venger des Polonais par la guerre. En 1647, il tenta de conclure contre eux un accord avec le Khan de Crimée. Lui-même venait d'être élu hetman des Cosaques Zaporog et en tirait une légitimité nouvelle. Mais la lutte était par trop inégale, et une confrontation entre Polonais et Cosaques dispersa ces derniers. Au bout de 3 années de combats meurtriers, Khmelnytsky fut convaincu que le mieux était de recourir à une solution politique, l'union avec la Russie. Les Ukrainiens avaient périodiquement rêvé à ce moyen radical de se débarrasser de la domination polonaise. En 1625, le premier tsar Romanov, Michel, avait été sollicité de prendre l'Ukraine sous sa protection. Puis ça avait été au tour de son fils Alexis. Mais tous deux, occupés ailleurs et soucieux d'éviter une guerre avec la Pologne, avaient repoussé les avances ukrainiennes. En 1648, il était devenu urgent de trouver une solution à ce problème. Khmelnytsky avait réussi à imposer l'autorité des Cosaques Zaporog sur une grande partie de l'Ukraine. Comme les Polonais n'entendaient pas perdre ces territoires, les Cosaques étaient contraints de trouver un allié qui pût les protéger et assurer leur indépendance. Leur premier choix s'était porté sur le Khan de Crimée et sur l'Empire ottoman. Mais c'étaient là des soutiens par trop incertains. L'un comme l'autre était d'ailleurs peu soucieux d'affronter la Pologne. Restait la Russie, déjà sollicitée par le passé. Comme son père, le tsar Alexis hésitait. Il finit néanmoins par se décider à consulter le Zemski Sabor, qu'il réunit le 1er octobre 1653 et plaça devant le dilemme suivant. Ou bien la Russie acceptait de prendre sous sa protection l'Hetman, l'armée Zaporog et les territoires qu'il contrôlait, ou bien c'était le sultan turc qui le ferait. Le Zemski Sabor ne tergiversa pas. Il pressa le tsar d'accepter la demande de l'Ukraine. Le 8 janvier 1654, à Péreyaslav, où se trouvait l'état-major cosaque, l'accord fut conclu et Alexis Mikhailovitch devint, pour ses nouveaux sujets, tsar et grand prince autocrate de toutes les Russies, grandes et petites. Le tsar garantissait à l'armée cosaque un statut juridique particulier, l'autogestion, le droit d'élire librement son hetman, des privilèges et une certaine liberté d'action en politique étrangère. Il reconnaissait aussi à la noblesse, aux métropolites et aux villes d'Ukraine leurs privilèges et leur droit à se gouverner librement. L'accord de Péreyaslav n'était cependant pas dénué d'ambiguïté. Pour Alexis, la petite Russie faisait partie de son patrimoine et ses habitants étaient ses sujets. Pour les Cosaques, l'accord impliquait simplement la protection du tsar.
C'est la conception russe qui l'emportera, et la petite Russie deviendra partie intégrante de l'Empire pour près de 3 siècles et demi. Les années qui suivirent l'accord de Péréeslav allaient clarifier la situation. La Pologne ne se résignant pas à cette perte, une première guerre opposa en 1654 la Russie à la Pologne-Lituanie ainsi qu'à la Suède, vers laquelle s'étaient tournés les Cosaques zaporogues, déçus par les prétentions russes. Puis une autre mit en 1658 la Russie aux prises avec la Pologne, cette dernière étant cette fois soutenue par les Cosaques. La défaite des Polono-Cosaques permit à la Russie de rogner les privilèges de ces derniers et de légitimer au cours des années suivantes, par l'armistice d'Androusovo en 1667 et par ses suites, la partition de l'Ukraine. Le Dniepr devait servir de frontière entre la Russie et la Pologne. La partie de l'Ukraine située sur la rive gauche du fleuve était attribuée à la Russie, la rive droite à la Pologne. Kiev fit l'objet d'un accord temporaire. Situé sur la rive droite du Dniepr, le berceau de la chrétienté slave fut placé pour 2 ans sous l'autorité de Moscou. Quant à Smolensk, l'autorité russe devait s'y exercer durant 13 ans. Mais ces accords ne furent pas respectés et, en 1686, un traité russo-polonais attribua définitivement les 2 villes à la Russie qui, après avoir rassemblé ses principautés dispersées pendant 2 siècles, ressoudait enfin en s'emparant de Kiev, passé et présent. Dans les années qui suivirent, l'union avec l'Ukraine fut loin d'être paisible. La Turquie continuait de la convoiter, et le tsar Alexis, puis son successeur, durent combattre jusqu'en 1681 pour mettre un terme à ses espérances de conquête. Par ailleurs, à la mort de Bogdan Khmelnytsky en 1657, les Ukrainiens se divisèrent, et certains, à la faveur d'une lutte acharnée pour le pouvoir, remirent en question l'union de 1654. Partisans de la Russie, de la Pologne, voire de la Turquie, s'opposèrent avec acharnement. Pourtant si prudent par le passé, le tsar Alexis ne transigea jamais. Il savait combien l'Ukraine était précieuse pour l'Empire. Non seulement sa possession signifiait le rapprochement de la Russie avec l'Europe, mais elle lui apportait aussi des élites plus occidentales, plus cultivées, que Moscou intégra parmi ses cadres dirigeants. L'Église ukrainienne elle-même était plus ouverte, mieux éduquée que celle de Russie. Kiev, grand centre théologique de formation slavo-latine, contribua à diffuser en Russie, tout au moins dans les élites, une pensée occidentale qui y était jusqu'alors inconnue. La Russie n'hésita pas à pratiquer dans ses nouvelles possessions une politique de centralisation administrative et culturelle de plus en plus poussée. Mais la libre élection des hetmans limitait quelque peu le poids de Moscou sur les autorités locales, en dépit des efforts russes pour les orienter. Aussi, les institutions qui avaient été préservées purent-elles continuer à jouer leur rôle d'instance de décision locale. En revanche, l'Église subit davantage la pression russe. Le métropolite de Kiev se retrouva soumis au patriarcat de Moscou. Quant à la langue russe, elle se développa progressivement parmi les élites, reléguant peu à peu l'ukrainien au rang de parler paysan. Pourtant, maints signes du statut particulier de l'Ukraine, contrôlé par le centre mais non assimilé au territoire russe, subsisteront au moins jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Outre le rôle et les privilèges reconnus aux Cosaques, le maintien d'une frontière douanière avec la Russie, la place des affaires étrangères dans l'organisation des rapports entre le centre et la périphérie ukrainienne, enfin, le remarquable développement de la culture ukrainienne, son rayonnement religieux autour de Kiev et même le prestige de son système scolaire, plaçant ce territoire à l'avant-garde de la Russie et contribuant au progrès intellectuel général. L'Ukraine unie à la Russie est l'un des plus grands succès de ce temps où l'Empire se constitue, succès qui, en l'équilibrant, l'empêche de basculer totalement vers son pôle asiatique.